Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans la Fabrique des Savoirs, édition 2020. Donc, je suis Evan Da Silva, j'ai 18 ans dans 2 semaines, pas encore. Et je suis en terminale au lycée Condorcet, ici à Montreuil. En tout cas, j'étais avant le confinement. Ma conférence s'intitule Code barre, QR code et messagerie instantanée, le codage en question. Je vais donc vous expliquer comment est créé un code barre comme celui que vous avez pu voir tout à l'heure dans le coin de l'écran, ainsi qu'un un QR code, ainsi qu'un code barre, donc que vous avez sûrement plus l'habitude de voir pour les étiquetages des produits dans les magasins. Et enfin aussi vous expliquer comment sont cryptés vos communications, donc c'est un petit peu dans un autre registre, vos communications par exemple sur les messageries instantanées comme WhatsApp. Parce que vos communications sont cryptées de sorte à ce qu'on ne puisse pas les intercepter si quelqu'un essayait de dérober des informations sur vous. Premièrement, il y a quelque chose qu'il faut connaître pour comprendre tout cet univers. La base, c'est le binaire. Le binaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une manière de compter. Nous, on a l'habitude de compter avec nos 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, quand on veut passer d'un chiffre à l'autre, on va incrémenter, c'est-à-dire qu'on va passer au chiffre supérieur au niveau des unités. Mais quand on arrive à 9, on n'a plus de chiffres, on les a tous utilisés. Donc, on va incrémenter les dizaines en passant de 0 à 1 et on va remettre à 0 les unités. Ça va nous former le chiffre 10 et ainsi de suite pour former les chiffres jusqu'à l'infini. Avec le binaire, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'a que 2 chiffres. On n'a que 0 et 1. Donc, je suis à 0, je veux passer au chiffre d'après, j'incrémente les unités, je passe à 1. Et quand je veux passer au chiffre d'après, je suis au chiffre maximal, donc je vais incrémenter les dizaines, 1, et je vais remettre à 0 les unités. Donc, quand on compte en binaire, eh bien, on va faire 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, etc. etc. Et donc, on va plus rapidement monter dans les dizaines, dans les milliers, dans les centaines de milliers que si on compte avec une base 10, donc en décimale avec 10 chiffres. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le binaire? Vous allez me dire, ça fait monter plus rapidement les chiffres, donc les chiffres deviennent grands de plus en plus vite. On utilise le binaire tout simplement parce qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de faire transiter des informations, des chiffres, des images, des sons dans un câble. On est uniquement capable de faire passer de l'électricité dedans. Et en fait, le binaire, avec ses 0 et ses 1, c'est tout simplement la représentation, on va dire, avec des chiffres d'impulsion électrique. Un 1, ça va être une impulsion électrique. Un 0, c'est pas d'impulsion électrique. Donc, une image, un son, un message ou quoi que ce soit qu'on voudrait envoyer à quelqu'un pour le faire passer par ce câble, on va le transformer en 0 et en 1, donc en impulsion électrique, et on n'aura plus qu'à faire des petites impulsions électriques comme ça dans ce câble, et la personne va pouvoir recomposer ce message ou cette image et le recevoir, alors qu'en fait, ça s'est passé par de l'électricité. Donc, c'est à ça que ça nous sert le binaire. Et dans toutes les télécommunications, dans tout ce qu'on utilise, en tout cas qui passe par Internet, on va coder notre message en binaire, l'envoyer et ensuite le décoder sur le téléphone de la personne qui reçoit. Donc, maintenant que le petit point sur le binaire est fait, ça va nous servir par la suite, vous allez le voir, on va parler des codes barres. Donc, les codes barres, c'est assez connu. Enfin, je pense que tout le monde a déjà vu un code barre dans sa vie. Tac, je vais le mettre en grand. Donc voilà, ici un code barre, un exemple de code barre que j'ai tapé, il représente rien en particulier, mais en gros voilà, on connaît tous cette succession de barres plus ou moins larges avec des espaces plus ou moins grands et en dessous des chiffres. Donc je vais l'accrocher à côté de moi. Tac. En fait, un code barre, c'est assez simple à comprendre. Hop là, je suis en double. Un code barre, c'est assez simple à comprendre. En fait, on a 95 barres en tout, sachant que je prends en compte les barres blanches comme des barres. C'est des barres, c'est des emplacements qui existent.
on a 95 barres. Tac, ici, j'ai un exemple d'un code barre vierge. On a 95 barres et il y en a 11 qui servent, donc ici, ici et ici, à séparer deux zones. Sur ces deux zones, il y a 84 barres qui vont nous servir donc à stocker les informations. Ces 84 barres, elles sont séparées en petits groupes de 7 barres. Et donc, en tout, on a 12 sections de 7 barres. Et chacun de ces groupes de 7 barres va représenter un chiffre. Chacun de ces groupes, c'est un chiffre. C'est pour ça qu'en dessous, on voit qu'il y a ces chiffres qui sont écrits. On a donc 6 chiffres à gauche et 6 chiffres à droite. Et en fait, ces chiffres ils vont être composés de cette manière. Tac. Ça, c'est un petit tableau récapitulatif. Donc, on a les différents chiffres qu'on peut écrire. Et avec la manière dont ils sont composés, on voit que des fois, il y a plusieurs barres coloriées, des fois, on laisse au contraire plusieurs blancs. Voilà, c'est une succession de combinaisons de barres coloriées et de barres laissées vierges qui vont nous permettre de coder chaque chiffre. Comme vous pouvez le voir, il y a un A, un B et un C. C'est 3 versions des mêmes chiffres, tout simplement parce que pour le module de gauche, pour la partie gauche, on ne va utiliser que les modules A et B. Donc, si on veut coder ces chiffres-là dans la partie gauche du code barre, on va utiliser ces manières-là, jamais celle-là. Et dans la partie droite, on va utiliser uniquement le module C. Tout simplement parce que une machine, un lecteur, quand elle va vouloir décoder un code barre, eh bien, il faut qu'elle soit capable de le décoder, même s'il est à l'envers, retourné sur le côté, enfin, peu importe. Il faut que la machine soit capable de le remettre à l'endroit pour pouvoir lire les données. Donc, comme elle sait reconnaître les modules C et les différencier des modules A et B, elle va savoir qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite et, si besoin, retourner le code barre pour pouvoir lire les informations qui sont dessus. Ça, c'est à peu près tout pour la partie technique, on va dire, du code barre. Le reste, ça reste, on va dire, de l'administratif, à savoir, par exemple, pour vous donner un exemple, les 3 premiers chiffres du code barre servent à identifier le pays. Voilà. Bon, là, j'ai écrit n'importe quoi, donc peut-être que ce pays n'existe pas, ou peut-être qu'il existe. Mais en tout cas, les 3 premiers chiffres servent à connaître le pays où est produit le produit justement qui est étiqueté. Donc voilà, après le reste, pareil, c'est des combinaisons. Il y a un organisme qui s'occupe de ça, qui s'occupe de faire des codes barres et de faire en sorte surtout qu'ils ne se reproduisent pas. Et c'est pour ça qu'un code barre, partout dans le monde, vous pourrez le lire. Eh bien, la machine sera capable de lire le code barre même s'il a été fait dans un autre pays. Ensuite, on a le QR code. Donc ça, c'est un peu mon chouchou. C'est un peu l'évolution du code barre. Un code barre, comme on a pu le voir, c'est sur une seule dimension. On peut le lire que de gauche à droite ou de droite à gauche. L'évolution avec le QR code que vous pouvez voir, par exemple, s'afficher plutôt ici, voilà, c'est que tout d'un coup, on a des données qui sont stockées sur 2 dimensions, d'un point de vue horizontal et vertical. Donc, on va multiplier le nombre d'informations qu'on peut stocker. C'est beaucoup plus important et surtout, ça va nous permettre d'avoir une beaucoup plus grande sécurité des données. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de répétition des données. Les mêmes données vont être réécrites à d'autres endroits du code barre, ce qui va nous permettre de, par exemple, pouvoir lire un code barre, même s'il est caché à moitié, s'il manque un coin entier du code barre, eh bien, on va quand même pouvoir le lire. Vous pouvez faire le test chez vous, cacher un coin. Alors, si possible, pas le coin où il y a les 3 grands carrés, mais le 4e coin, par exemple, vous pouvez cacher un petit peu et puis vous arriverez toujours à lire le code barre parce qu'il y a une répétition des données, il y a de la redondance. Alors, comment est-ce qu'on peut décoder un QR code? Vous vous doutez bien que c'est un petit peu plus compliqué que le code barre, mais ça reste abordable. Tout d'abord, le lecteur, il doit pouvoir délimiter le code. Ça, c'est la première étape. Il doit savoir où est-ce qu'il se trouve le code.
Et pour ça, on a donc ces 3 grandes balises qui vont qui vont permettre tout simplement au lecteur de savoir où est-ce qu'il se trouve le code. Ensuite, dans certains codes, si le code est un peu plus compliqué, qu'il a un peu plus de données, on a aussi cette 4e balise qui sert à aligner le code. Si jamais vous le présentez comme ça au lecteur, la machine va être capable de le remettre bien droit. Ensuite, il lit d'autres informations qui sont représentées ici en rouge, en bleu, en violet. Donc, je vais passer un peu plus rapidement dessus parce que ça mettrait plus de temps à expliquer. Mais pour faire simple, ce sont des informations qui sont relatives à la version du code. Il y a différentes versions de QR code avec notamment pour la version évoluée, la version 40 par exemple, il y a plein de modules comme ça, des grandes balises pour pouvoir situer à chaque fois chaque endroit du code parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dessus. Ça, c'est assez simple encore. Il y a d'autres informations comme le type d'encodage, par exemple, aussi, si c'est encodé en 8 bits, en plus que ça. Enfin, voilà. Ça, c'est des informations qui servent plus à la machine que à nous. Et ensuite, il va pouvoir commencer à lire. Un QR code, ça se lit dans ce sens-là. On commence en bas à droite. Ensuite, on va monter et faire un zigzag. On redescend et ainsi de suite. On fait des zigzags comme ça jusqu'à la fin ici. Donc, tout ce qui est en vert, vous vous en doutez, c'est la zone où il y a les données, donc où il y a vraiment la matière, ce que vous voulez, le message que vous voulez faire passer. Donc, la toute première partie ici du code, donc c'est le type d'encodage. Donc, comme je l'ai dit, c'est en 8 bits ou autre chose. Ensuite, ici, les quatre pixels, on va dire, d'après, ils vont nous indiquer la longueur du texte, si c'est un texte. Donc, combien de caractères est-ce qu'il y a codé. Et ensuite, tout ça, ça va être les données. Donc, on va pouvoir décoder chaque lettre une par petit paquet de 4 sur 2 pixels. Donc, c'est des petits rectangles de 4 sur 2 et on va pouvoir les décoder, tout ça. Donc, ces petits rectangles de 4 sur 2 pixels, eh bien, c'est encore du binaire. Tout simplement parce que donc quand on va lire, on va voir chaque carré un par un et on va regarder si c'est un carré noir, ça va être un 1. Si c'est un carré blanc, ça va être un 0. Et ainsi de suite. On va regarder donc 8 pixels du coup et ça va nous former un mot binaire, ce qu'on appelle ça un mot, en gros un chiffre. Et ça va donc être ces impulsions électriques. Et si vous voulez connaître le caractère correspondant à ce chiffre en binaire, eh bien, vous allez consulter la table ASCII, ASC2I, qui répertorie, donc c'est une norme internationale, et c'est ça qui dit que tel code binaire, ça va donner telle touche. Je ne sais pas si j'appuie sur la touche T de mon clavier, eh bien, ça va être un code binaire particulier et il est commun à tous les ordinateurs dans le monde, voilà, tous les ordinateurs, tous les claviers, on va dire en tout cas. Donc voilà, ça, c'est pour après la partie décodage des données du QR code. Et donc, en suivant ces étapes une par une, eh bien, la machine est capable de situer le QR code dans l'espace, signer si besoin, voire même de le retourner si le QR code est à l'envers. Ensuite, de connaître la version du code, le type d'encodage, la longueur du message, le nombre de caractères inscrits. Et enfin, pour terminer, eh bien, tout simplement les données qui sont écrites sur ce QR code. Et voilà pour le QR code. Donc, ça nous permet de stocker quand même un nombre beaucoup plus grand de données que le simple code barre de par cette structure en 2D, en 2 dimensions. Maintenant, dans un tout autre registre, en tout cas, c'est assez différent. Je vous ai parlé de codage jusqu'ici. Donc, je cherche à transmettre une information à quelqu'un. Il va falloir que je transforme cette information pour qu'elle puisse passer par les canaux de transmission qui sont nos câbles ou le Wi-Fi, par exemple, le sans fil. Et après, je vais décoder pour comprendre le message quand je suis la personne qui reçoit le message. Ça, c'est juste d'un point de vue pratique. On a besoin de coder les informations pour les faire voyager. Maintenant, il y a le cryptage. Là, on va coder les informations, mais dans le but de les protéger, dans le but de les cacher
et de faire en sorte qu'une personne qui essaierait d'intercepter ces informations ne puisse pas les lire, enfin qu'il ait juste une suite de caractères qui n'a aucun sens et qui ne puisse pas comprendre le message. Et pour ça, dans vos messageries de vos applications de messagerie instantanée, je prends l'exemple de WhatsApp parce que je l'utilise beaucoup et puis c'est celle, je pense, qui est la plus connue et qui utilise ce système de cryptage, il y a le RSA. RSA, c'est le système de cryptage des données qui va permettre donc d'envoyer des données de manière sécurisée. Ça fonctionne assez simplement. On peut faire une petite analogie avec un exemple assez pratique. Imaginons que je veux envoyer une lettre à quelqu'un, mais que j'ai pas confiance dans le postier. Donc je me dis, ça se trouve, le postier, il va essayer d'intercepter mon message et de le lire. Bon, si jamais la personne à qui je veux envoyer le message, je lui envoie le message dans une boîte avec un cadenas, eh ben, elle ne va pas pouvoir lire le message parce qu'elle n'aura pas la clé. Donc, il faudrait que je lui envoie la clé aussi. Mais si je lui envoie la clé, eh ben, le facteur il va pouvoir ouvrir la boîte et lire le message. Donc, ça pose un problème puisque si on veut envoyer un message à quelqu'un, il faut qu'il puisse lui-même après le décoder sans que je lui envoie la manière de le décoder. Eh bien, on va tout simplement utiliser une petite astuce. C'est pas moi qui vais envoyer une boîte avec un cadenas à la personne avec qui je veux parler, c'est la personne qui va m'envoyer une boîte avec un cadenas ouvert. Je vais mettre ma lettre dans la boîte, je vais fermer le cadenas et je vais re-expédier la boîte. Le facteur, il n'a pas la clé, donc il ne peut pas l'ouvrir. Et il n'y a que la personne qui m'a envoyé la boîte, la personne avec qui je veux parler, qui a la clé et qui peut l'ouvrir. C'est exactement ça qui se passe dans le cryptage avec le système RSA, sauf que ça va se faire mathématiquement en fait. Ça va être des nombres. Cette clé, ça va être un nombre. La clé pour chiffrer, pour coder, et la clé pour déchiffrer, ça va être des nombres. Mais à part ça, c'est exactement le même principe en fait. C'est vraiment une boîte qu'on envoie avec un cadenas ouvert et j'ai plus qu'à fermer et le message est sécurisé. Pour ça, en fait, on va utiliser une petite propriété mathématique qu'ont les nombres premiers et qu'à l'heure actuelle, avec les ressources qu'on a en termes de capacité de calcul des ordinateurs, eh bien, on n'est pas capable encore de résoudre. En fait, si on prend deux nombres premiers et qu'on les multiplie ensemble, on va obtenir un autre nombre. Et si jamais je donne ce nombre à une personne, voire même à une machine, eh bien, elle ne sera pas capable de retrouver les deux nombres premiers que j'ai multipliés entre eux. Alors ça, c'est dans le cas où on utilise des très grands nombres premiers. Je parle par exemple de dizaines de millions, enfin on va dire de dizaines de milliards. Si je prends un très grand nombre premier, que je le multiplie avec un autre très grand nombre premier et que je donne ce résultat à une machine, eh bien, elle ne trouvera pas ces deux premiers nombres que j'ai utilisés. Elle n'arrivera pas à retrouver les deux facteurs premiers que j'ai utilisés. Alors, vous pourrez même mettre tous les PC de la NASA que vous voulez, vous pourrez mettre tous les PC du monde, vous n'y arriverez pas parce que ça demande un nombre de calculs incroyable pour retrouver ces deux nombres. Ça peut paraître assez simple comme ça, mais en fait, si on fait soi-même, qu'on essaye de faire un peu le calcul, on trouve vite que ça ne vaut pas la peine. Et donc, c'est sur cette propriété mathématique qu'ont les nombres premiers qu'on va pouvoir créer une clé. Et cette clé, ça va être la clé publique. Donc, on va pouvoir l'envoyer aux gens, la dire aux gens. C'est un peu comme si je disais mon adresse. Je peux dire mon adresse à tout le monde. Les gens pourront m'envoyer du courrier. C'est pas pour autant qu'une personne pourra intercepter ce courrier. Et donc, avec cette clé publique, les gens vont pouvoir crypter leur message. Et il n'y a que moi qui connais les deux nombres premiers que j'ai utilisés. Donc, il n'y a que moi qui pourra décrypter le message. Ça, en gros, c'est le principe du cryptage asymétrique. Là, on va dire, c'est un peu vulgarisé, c'est expliqué sans les formules parce que les formules sont un peu lourdes. Il faut avoir quelques connaissances mathématiques. Mais en gros, sur le principe, c'est ça. Et donc ça, c'est un type de codage précis qui s'appelle le cryptage où, pour le coup, on cache ces données et on empêche une personne de les dérober. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est utile le RSA et Zoom devrait, je pense, l'utiliser.
Donc voilà. Et ben ça, c'est pour le RSA et c'est ce que vous utilisez tous les jours avec vos téléphones sans le savoir. Donc on peut voir qu'en fait, on a réussi avec les codes barres et notamment avec les QR codes, c'est un peu l'évolution. On a réussi à transformer quelque chose qui est digital, qu'on ne peut pas vraiment toucher, en un support physique. Et donc là, on a devant nous des données qui sont physiques, qu'on peut toucher et qu'on peut après, on peut basculer de ce support physique à quelque chose de numérique en le scannant sur notre téléphone. Et donc, On a perdu Evan, je crois. Donc Eva va se reconnecter. tac, tac, tac. Je ne sais pas si on Allez, m'entend voilà. tout. Allez, voilà. Vous m'entendez? Donc, tu as perdu pendant 30 secondes. Ah ok. Oui, parce que moi, j'ai perdu l'euro aussi, donc je ne vous vois plus. Mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Ce qui me permet de t'afficher un carton rouge. Ah. Tout, s'il te reste quelques minutes pour conclure, Evan. D'accord. Voilà. Hein, non, c'est bon. Je pense que tout est dit. Voilà. Bah, c'est trop bien les QR codes et voilà. Et c'est dommage qu'on les dise si peu, parce qu'en fin de compte, les QR codes, on les retrouve que sur les affiches, par exemple, publicitaires dans la rue, et pas vraiment dans la vie de tous les jours, alors que c'est c'est un formidable support en fait de données.